Certains ont vu des ombres qui traversaient les couloirs déserts, d'autres ont ressenti une présence, comme si quelqu'un se tenait juste derrière eux. Lors d'une nuit calme dans le service où je travaillais, une patiente particulière, que nous surnommions affectueusement Madame Lydie, a provoqué un événement qui reste gravé dans ma mémoire. Madame Lydie était une femme d'une soixantaine d'années, élégante malgré les séquelles de l'AVC qui l'avait laissée partiellement paralysée. Elle avait un esprit vif, une grande capacité à nouer des relations avec les autres, et surtout, un don qu'elle revendiquait avec assurance, elle se disait médium. Au fil des jours passés dans le service, nous nous étions habitués à ses lectures. Avec son ton mystérieux et son sourire énigmatique, elle prétendait voir des choses que nous, simples mortels, ne pouvions percevoir. Elle décrivait parfois des souvenirs ou des détails concernant les membres du personnel qu'elle n'aurait pas dû connaître, ce qui provoquait souvent des rires ou des regards perplexes. Elle avait même réussi à deviner que ma collègue Emma allait bientôt se fiancer, ce qui s'était effectivement produit quelques semaines plus tard. Pour ma part, je restais sceptique et prenais tout cela comme une sorte de jeu inoffensif. Mais cette nuit-là, tout a changé. Il était près de minuit, et le service était étrangement silencieux. J'étais en train de terminer des notes au poste de soins quand le bouton d'appel de Madame Lydie a retenti. Cela n'était pas inhabituel, elle avait parfois besoin d'aide pour se repositionner dans son lit. Mais cette fois, en entrant dans sa chambre, elle semblait agitée. Son visage, d'ordinaire si serein, était marqué par une inquiétude palpable. « Il faut aller voir dans la chambre 213, » m'a-t-elle dit d'une voix grave. Cet homme est parti. Interloqué, j'ai demandé des précisions, mais elle se contenta de répéter « Il est mort. » Allez voir. Un frisson me parcourut. Même si je ne croyais pas vraiment à son prétendu don, il y avait quelque chose dans son ton qui m'a poussé à agir. J'ai donc demandé à ma collègue de m'accompagner, et nous sommes allés vérifier. En entrant dans la chambre 213, nous avons trouvé le patient allongé, immobile. Nous avons rapidement vérifié ses signes vitaux, mais il était déjà trop tard. Il était décédé paisiblement dans son sommeil. Ce fut un moment solennel, comme suspendu dans le temps. Après avoir alerté l'équipe de nuit et pris les mesures nécessaires, je suis retourné voir Madame Lydie. Je n'arrivais pas à contenir ma curiosité. « Comment avez-vous su ?» lui ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une douceur presque désarmante. « Il est venu me voir » m'a-t-elle répondu calmement. Il était confus, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'ai dû lui expliquer qu'il avait quitté ce monde. Puis je l'ai aidé à trouver son chemin. J'étais figé. Elle n'avait rien ajouté, comme si cela allait de soi. Pourtant, ses paroles avaient un poids troublant. Je suis sorti de la chambre en proie à un mélange d'émotions, scepticisme, fascination et une pointe d'incrédulité. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un établissement de soins de longue durée, une maison de retraite où les journées étaient souvent rythmées par des routines tranquilles, mais parfois interrompues par des événements inexplicables. Personnellement, je n'ai pas été témoin de phénomènes trop marquants, mais j'ai tout de même vécu quelques incidents étranges, des lumières d'appel qui s'allumaient sans qu'aucune chambre ne soit signalée, des portes qui claquaient sans raison, des toilettes qui se vidaient ou des robinets qui coulaient sans que personne ne soit présent. Ce n'était pas quotidien, mais suffisamment récurrent pour que cela devienne une sorte de mystère parmi le personnel. Ce qui rendait l'atmosphère encore plus troublante, ce sont les récits partagés par d'autres employés. Une histoire revenait souvent, concernant un couloir particulier où plusieurs personnes, membres du personnel et patients, avaient signalé avoir vu une petite fille. Elle apparaissait brièvement, toujours dans le même hall, marchant calmement avant de disparaître. Malgré les nombreux témoignages, personne ne savait exactement qui elle était ou pourquoi elle semblait hanter cet endroit. Mais l'événement le plus marquant pour moi reste celui vécu par une collègue lors d'un de ses shifts de nuit. Durant une pause, elle était sortie s'asseoir dans sa voiture pour prendre un moment de répit. Le parking était calme et vide à cette heure-là. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un bruit soudain l'a fait sursauter, quelqu'un frappait à sa fenêtre. Elle a tourné la tête pour voir une femme se tenant juste à côté, la fixant brièvement avant de disparaître presque instantanément dans l'obscurité.
Le lendemain, encore secouée, elle en parla à voix haute avec l'équipe qui prenait la relève. Elle décrivait cette femme avec des détails précis, son visage, ses cheveux, ses vêtements. Une de ses collègues, intriguée par ce récit, est allée fouiller dans les anciens dossiers et a sorti une photo. En la montrant à ma collègue, cette dernière a immédiatement blêmi. C'était elle. La femme qu'elle avait vue à sa fenêtre correspondait parfaitement à une ancienne résidente de l'établissement, décédée plus de 10 ans avant que ma collègue ne soit embauchée. La salle d'opération était déjà prête quand je suis arrivé, tout le matériel aligné, les instruments stériles brillants sous les lumières. C'était une opération difficile, mais tout semblait se dérouler normalement. Pourtant, en me déplaçant autour de la table, mon regard a été attiré par une tache sombre sur le sol, près du pied du chirurgien principal. C'était une tache rougeâtre, petite mais nette, qui semblait avoir été là depuis des années. Elle ne bougeait pas, ne brillait pas comme un liquide frais, mais elle tranchait avec la blancheur immaculée de la pièce. Je l'ai remarqué surtout parce qu'elle n'avait rien à faire là. La salle était nettoyée à fond après chaque intervention, chaque recoin inspecté. Pourtant, elle était là, fixe et indifférente. Après l'opération, lorsque nous avons rangé et nettoyé, je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher pour examiner de plus près. L'endroit avait été nettoyé avec une solution désinfectante, mais la tache n'avait pas bougé d'1 millimètre. C'était comme si elle était incrustée dans le sol, bien que la surface ne montrait aucune aspérité ou défaut. Curieuse, j'ai demandé discrètement à un technicien de maintenance s'il avait remarqué quelque chose d'anormal. Il m'a répondu qu'il n'y avait rien qu'il n'ait déjà essayé pour l'effacer, produits chimiques, abrasifs, même le remplacement d'une partie du revêtement du sol. Je pensais que c'était une anecdote étrange, mais sans plus, jusqu'à ce qu'un vieux membre du personnel me prenne à part quelques jours plus tard. Il m'a raconté qu'une tragédie avait eu lieu dans cette même salle il y a des années. Une erreur médicale lors d'une intervention avait coûté la vie à un patient. Le chirurgien en charge, dévasté par la culpabilité, s'était effondré dans cette salle et avait mis fin à ses jours sur place, exactement où la tache était apparue. Je travaillais dans un hôpital pédiatrique et, depuis mes débuts, j'avais souvent entendu parler d'étranges rumeurs à propos du 4e étage, plus précisément du couloir situé juste à l'extérieur de l'unité d'oncologie. Certains affirmaient que cet endroit était hanté, mais comme beaucoup de ces récits, cela relevait pour moi du folklore hospitalier. Travaillant principalement des shifts de 12 heures, j'avais l'habitude des longues journées, mais cette fois-là, j'avais accepté un supplément de nuit, un choix que je regretterais par la suite. Cette nuit-là, j'étais affecté à l'unité de soins intensifs néonatales, également située au 4e étage, mais à l'opposé de l'unité d'oncologie. À environ 3 heures du matin, la fatigue commençait à peser, et je décidai de m'accorder une courte pause pour aller chercher un café à la cafétéria, située au 2e étage. Plutôt que de prendre le chemin habituel, je choisis une alternative plus rapide, l'escalier de service près de l'oncologie. Cela signifiait traverser le fameux couloir, celui des histoires étranges, mais à ce moment-là, je n'y prêtais pas grande attention. En franchissant les grandes portes automatiques qui marquaient l'entrée de cette section, j'ai ressenti une légère tension dans l'air, mais je l'ai attribuée à mon imagination et à l'heure tardive. Tandis que je traversais le couloir, je remarquai une silhouette au loin, un enfant qui sautillait joyeusement, comme s'il jouait. C'était inattendu, et mon instinct professionnel prit immédiatement le dessus. Pensant qu'il s'agissait d'un petit patient qui avait réussi à sortir de sa chambre sans être remarqué, je l'appelai doucement pour ne pas l'effrayer. « Eh, mon grand, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'enfant s'arrêta net et se tourna vers moi. Le temps sembla se suspendre. Je n'oublierai jamais ce moment. Ses traits étaient indistincts, comme flous, et avant que je ne puisse faire un pas de plus, il disparut. Pas de mouvement brusque, pas de course pour se cacher, juste une disparition pure et simple, comme si sa présence n'avait jamais été réelle. Je restai figé, incapable de bouger ou de comprendre ce que je venais de voir. Mon esprit rationnel cherchait des explications, la fatigue, une hallucination passagère due à l'épuisement. Pourtant, quelque chose en moi savait que ce n'était pas aussi simple. Le silence du couloir semblait presque pesant,
et chaque pas que je fis pour m'éloigner me donnait l'impression d'être observé. De retour au NICU, je n'en parlais à personne, préférant garder cette étrange expérience pour moi. Ce n'est que quelques jours plus tard, en discutant avec une collègue qui travaillait depuis longtemps à l'hôpital, que je mentionnai vaguement cette vision. Son visage changea immédiatement. « Tu as vu le petit garçon qui saute dans le couloir, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle avec un ton à la fois inquiet et résigné. Elle m'expliqua que plusieurs membres du personnel, médecins et infirmières confondus, avaient rapporté la même chose au fil des années, un enfant sautillant dans ce couloir, disparaissant toujours lorsqu'on essayait de l'approcher. Personne ne savait exactement qui il était ou pourquoi il apparaissait là, mais les témoignages étaient toujours identiques. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais utilisé cet escalier, en particulier pendant mes shifts de nuit. Même si je continue à chercher des explications rationnelles, je ne peux m'empêcher de repenser à cette silhouette et à ce moment irréel. Certaines choses, semble-t-il, échappent à toute logique. Je déteste les sous-sols des hôpitaux. C'est une règle tacite parmi ceux qui travaillent de nuit, évitez les endroits abandonnés ou peu fréquentés, surtout quand vous êtes seul. Malheureusement, ce soir-là, je n'ai pas eu le choix. On m'a demandé d'aller chercher un chariot de matériel qui se trouvait dans une ancienne aile du sous-sol. Une partie de l'hôpital qui n'était plus utilisée depuis des années, laissée à l'abandon. C'était l'ancienne morgue, mais personne n'en parlait jamais ouvertement. Alors, lampe torche à la main, je me suis aventuré dans ces couloirs sombres et silencieux. Dès que j'ai quitté la cage d'escalier, l'air a changé. Il faisait plus froid que dans le reste de l'hôpital, un froid lourd et oppressant, comme si l'endroit n'avait pas respiré depuis des décennies. Mes pas résonnaient étrangement, se prolongeant comme si l'espace refusait de les laisser s'éteindre. Je savais que ce n'était qu'une question de minutes pour trouver le chariot et remonter, mais ces minutes semblaient s'étirer. Alors que je m'approchais de l'entrepôt, j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas un claquement mécanique ou un grincement de tuyaux. C'étaient des pas lents, irréguliers, venant d'un couloir adjacent. Mon instinct m'a ordonné de ne pas regarder, mais ma curiosité a pris le dessus. Quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Juste ce silence encore plus pesant qu'avant. J'ai accéléré le pas. Le chariot était là, exactement où on m'avait dit qu'il serait. Mais alors que je le tirais pour le ramener, les bruits ont recommencé. Cette fois, ils étaient plus proches, et ce n'était plus seulement des pas. Il y avait comme un murmure, un souffle indistinct, trop bas pour que je comprenne, mais suffisamment clair pour me glacer le sang. J'ai gardé les yeux fixés sur le chariot, avançant à une vitesse que je savais ridicule, mais je ne pouvais pas me forcer à tourner la tête. Quand je suis arrivé à l'ascenseur, j'ai appuyé frénétiquement sur le bouton, priant pour que les portes s'ouvrent rapidement. Juste avant qu'elles ne se referment derrière moi, j'ai eu l'impression de voir une ombre bouger au bout du couloir. Ce n'était pas une silhouette claire, juste un mouvement qui ne devrait pas être là. De retour au poste, j'ai essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'était pas la dernière fois que j'entendais parler du sous-sol. Plusieurs collègues ont raconté avoir entendu les mêmes bruits, parfois même des voix qui semblaient les appeler. Certains ont vu des ombres qui traversaient les couloirs déserts, d'autres ont ressenti une présence, comme si quelqu'un se tenait juste derrière eux. J'étais assise à mon poste, vérifiant les dossiers des patients et écoutant le bourdonnement des machines dans le service. Il était environ 3 heures du matin quand l'alarme s'est déclenchée sur l'un des moniteurs vitaux. C'était le lit numéro 7. Je me souviens encore de l'adrénaline qui m'a traversé. Le lit numéro 7 était censé être inoccupé, une chambre en maintenance où personne n'avait été admis depuis plusieurs semaines. Pourtant, l'alarme clignotait comme si un patient y était branché. J'ai immédiatement pris mon carnet et je me suis dirigé vers la chambre. Quand j'y suis entré, tout était comme je m'y attendais, vide. Le lit était impeccablement fait, les machines étaient éteintes. Mais l'air dans la pièce, il y avait quelque chose d'étrange. Un froid presque surnaturel, qui m'a fait frissonner malgré ma blouse. J'ai vérifié les équipements, tout semblait normal. Alors, je suis retourné à mon poste, persuadé qu'il s'agissait d'un simple bug technique.
Quelques minutes plus tard, l'alarme a retenti à nouveau. Lit numéro 7. Cette fois, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Quelque chose clochait. J'ai demandé à l'une de mes collègues de m'accompagner pour vérifier. En entrant, rien n'avait changé. Toujours le même silence, le même lit parfaitement vide. Mais ce qui a rendu cette visite différente, c'est que ma collègue a aussi ressenti ce froid étrange. « On devrait signaler ça », a-t-elle murmuré. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il fallait vérifier encore une fois, comme si quelque chose dans cette pièce voulait qu'on comprenne. Au troisième appel, j'ai demandé au technicien de maintenance de jeter un œil au système. Il n'a rien trouvé. Pas de panne, pas de court-circuit, rien qui puisse expliquer les alertes. Mais lorsque je suis retourné dans la chambre seul, une dernière fois, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé jusque-là. Sur la table de chevet, il y avait un ancien bracelet d'identification de patient. Le nom était à moitié effacé, mais lisible, Thomas G. Intrigué, j'ai fait quelques recherches dans les archives. Thomas G. avait été un patient du service il y a plusieurs années. Il était mort dans ce même lit, d'une embolie pulmonaire qui n'avait pas été diagnostiquée à temps. Depuis cette nuit-là, j'ai appris que cette chambre était connue pour des phénomènes similaires. Certains disent qu'il attend encore qu'on le sauve. Je ne suis pas superstitieuse, mais je sais ce que j'ai vu. Cela fait 4 ans que je travaille comme infirmière de nuit dans une maison de retraite, et si ce métier a son lot de défis, certaines nuits restent gravées dans ma mémoire, particulièrement celles où la frontière entre le rationnel et l'inexplicable semble s'estomper. Un de mes patients en soins palliatifs, une dame âgée d'une grande lucidité malgré la douleur de ces derniers jours, souffrait de terribles hallucinations qui l'empêchaient de trouver le sommeil. Elle décrivait, avec une précision glaçante, des silhouettes qu'elle appelait les gens du vaudou. Selon elle, ils se tenaient immobiles autour de sa chambre, silencieux, la fixant du regard. Elle disait qu'ils attendaient patiemment sa mort, sans jamais bouger, comme des ombres inquiétantes tapies dans les coins les plus sombres de la pièce. Au début, j'essayais de la rassurer, pensant que ces visions étaient simplement le résultat de la médication, de la fatigue ou de la détérioration de son état mental. Mais ces descriptions étaient si détaillées, si vivantes, qu'elles m'ont mise mal à l'aise. Elle parlait des couleurs éclatantes de leurs vêtements, des motifs sur leur visage, et même de la manière dont leurs yeux semblaient suivre ses moindres mouvements. Malgré mes efforts pour apaiser ses angoisses, elle restait terrorisée. Puis, une nuit, quelque chose s'est produit qui a changé ma perception de la situation. Juste en face de la chambre de cette patiente se trouvait une autre résidente, une femme qui, depuis son arrivée, parlait rarement. Elle était connue pour son silence presque total, se contentant de hochements de tête ou de murmures à peine audibles. Cette nuit-là, cette résidente a sonné son bouton d'appel, ce qui était déjà en soi inhabituel. Quand je suis entré dans sa chambre, elle était assise dans son lit, le regard figé vers un coin sombre de la pièce. « Ils sont là, eux aussi », m'a-t-elle dit d'une voix calme, mais chargée d'une étrange certitude. Elle a ensuite décrit les mêmes figures que ma patiente en soins palliatifs, leurs vêtements, leur posture, leurs regards inquisiteurs. Elle a même mentionné qu'ils semblaient attendre quelque chose, sans doute la mort de l'autre résidente. À cet instant, j'ai senti une tension glaciale dans l'air, comme si la pièce elle-même était imprégnée de quelque chose d'indicible. Je suis resté dans un état de trouble profond pendant toute la nuit. Même si je suis une personne rationnelle et que je cherche toujours des explications logiques, ce moment a été l'un des rares où je n'en avais aucune. 2 femmes, dans des états de santé très différents, décrivant exactement les mêmes hallucinations avec un niveau de détail qui défiait toute coïncidence. Travailler avec des patients atteints d'Alzheimer est une expérience qui vous apprend à voir le monde différemment, à comprendre que leur réalité, bien qu'altérée, est tout aussi tangible pour eux que la nôtre. Ils vivent des scénarios entiers dans leur esprit, souvent accompagnés d'hallucinations si vives qu'elles affectent profondément leur comportement et leurs émotions. Une nuit en particulier m'a marqué, me rappelant à quel point ces hallucinations peuvent être réelles pour eux. C'était pendant un de mes shifts de nuit, et tout était relativement calme jusqu'à ce qu'un cri perçant brise le silence. Une résidente hurlait de terreur.
En courant vers sa chambre, je l'ai trouvée hors de son lit, dans son fauteuil roulant, tremblante, essayant désespérément de s'éloigner. Son visage était déformé par la panique, et elle répétait sans cesse, « Ça brûle. Le feu. Le feu est partout. » J'ai essayé de la calmer, de lui parler doucement, mais rien ne semblait l'atteindre. Elle était convaincue que sa chambre était en flammes, qu'elle sentait la fumée, qu'elle voyait les murs s'embraser autour d'elle. À ce moment-là, j'ai compris que discuter ou tenter de lui expliquer qu'il n'y avait aucun incendie ne servirait à rien. Son cerveau lui disait qu'il y avait un danger mortel, et pour elle, cette perception était aussi réelle que si le bâtiment avait effectivement été en feu. C'est important de comprendre que ces hallucinations ne sont pas de simples illusions. Des études ont montré que, pour ces patients, les zones du cerveau qui perçoivent la vue, l'ouïe ou l'odorat s'activent de la même manière que si ces sensations étaient réellement déclenchées par des stimuli extérieurs. Elle voyait littéralement des flammes, sentait la fumée, et son corps réagissait comme il le ferait face à un véritable incendie. Après plusieurs minutes de réassurance et d'improvisation, je lui ai promis de vérifier sa chambre pour m'assurer que tout était en ordre. En inspectant méticuleusement chaque coin, en prétendant éteindre des flammes invisibles, j'ai finalement réussi à la calmer. Son angoisse s'est dissipée progressivement, et elle s'est détendue. Elle a accepté de retourner dans son lit, rassurée que tout était sous contrôle. Ce type de situation ne se limite pas à des hallucinations comme celle-ci. De nombreux patients signalent également des présences dans leur chambre. Ils vous supplient de faire sortir une personne qu'ils voient, une silhouette qui, pour eux, est aussi réelle que vous et moi. Parfois, ils vous disent qu'elle se tient juste derrière vous, vous regardant fixement. Et dans ces moments-là, discuter ou leur dire qu'il n'y a personne ne fait qu'amplifier leur angoisse. Alors, vous jouez le jeu. Vous adressez quelques mots à cet invité invisible, vous lui demandez poliment de quitter la pièce, et vous assurez au patient qu'il est parti. Cela peut sembler absurde, mais cela fonctionne. Et c'est ce qui compte, apaiser leur détresse et leur permettre de se sentir en sécurité. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point leur perception est tangible pour eux. Ils voient quelque chose que vous ne voyez pas, entendent des sons que vous n'entendez pas. Quand j'étais encore en formation pour devenir assistante en soins dans notre collège communautaire local, j'ai vécu une expérience qui, même des années plus tard, me fait encore frissonner. Pour nos exercices pratiques, nous utilisions des mannequins standards, pas particulièrement effrayants. Ces mannequins servaient pour les entraînements aux soins de base, habillage, bain, et même pose de cathéter grâce à des pièces détachables spécifiques. Rien d'inhabituel, du moins jusqu'à ce jour-là. Un après-midi, pendant un cours, l'instructrice a demandé à quelqu'un de récupérer des vêtements pour les mannequins dans une petite pièce de stockage à l'arrière de la classe. Comme j'essayais toujours d'aider, j'ai volontiers accepté. Cette pièce était rarement utilisée et toujours fermée à clé. J'ai pris la clé, me suis dirigé vers la porte et, en l'ouvrant, j'ai été immédiatement frappé par une obscurité oppressante. Ce n'était pas une obscurité normale, c'était comme si la pièce absorbait la lumière venant de la salle principale. L'atmosphère était dense, presque suffocante. J'ai tâtonné pour trouver l'interrupteur et allumer la lumière. La pièce s'est éclairée, révélant un désordre de matériel usagé, mais ce qui a attiré mon attention immédiatement était le mannequin posé sur une vieille civière au milieu de la pièce. Ce n'était pas du tout comme les mannequins que nous utilisions en classe. Celui-ci, c'était autre chose. Son visage était incroyablement tordu, comme figé dans une expression de douleur et d'angoisse. C'était grotesque, presque inhumain. J'ai eu l'impression qu'il souffrait, et cette simple pensée m'a glacé le sang. Je me suis ressaisi, me répétant que ce n'était qu'un vieux mannequin mal conçu. J'ai pris les vêtements dont j'avais besoin rapidement, essayant d'ignorer la sensation de malaise croissante. Mais juste avant de sortir, je me suis retourné pour un dernier regard. Et c'est là que je l'ai vu. Une des paupières de plastique du mannequin s'est fermée. Puis, lentement, elle s'est ouverte à nouveau. J'ai figé sur place, mon cœur battant à tout rompre. Une part de moi voulait rationaliser, c'est sûrement un jeu de lumière, ou bien un mécanisme défectueux. Mais dans ce moment précis, aucune explication logique ne tenait. J'ai claqué la porte,
les mains tremblantes, et je suis retourné en classe sans rien dire. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette pièce. Chaque fois que l'instructrice demandait quelqu'un pour y aller, je trouvais une excuse pour éviter d'être désigné. Je sais que c'était probablement un effet de mon imagination ou un hasard mécanique, mais cette image, ce visage tordu et ce clignement d'œil, me hantent encore aujourd'hui. Dans ma ville, il y a 2 anciens hôpitaux, tous 2 empreints d'une longue histoire, mais également d'une réputation étrange. L'un d'eux ne fonctionne plus comme établissement de nuit depuis des années, mais les récits qui circulent à son sujet sont suffisamment troublants pour que personne ne veuille y rester seul après la tombée de la nuit. Prenons, par exemple, l'ancienne salle des urgences. C'est une règle tacite parmi le personnel, personne ne la nettoie seul. Les raisons sont nombreuses, mais principalement à cause des lumières et des sonnettes d'appel qui s'activent sans avertissement. Cela arrive régulièrement, bien que le système ne soit plus relié à aucune chambre ou commande fonctionnelle. Même les techniciens qui ont inspecté le bâtiment n'ont jamais trouvé de problème électrique évident. Mais l'explication rationnelle n'a pas calmé les esprits. Pour les employés, c'est une zone à éviter à tout prix, surtout en solo. D'autres étages de l'hôpital sont également connus pour des apparitions troublantes. On parle souvent d'un garçon avec un ballon qui court dans les couloirs, son rire rebondissant sur les murs vides, ou encore d'une femme en robe blanche, immobile, qui regarde fixement à travers les fenêtres donnant sur la rue. Les récits varient, mais les descriptions sont étonnamment similaires, même lorsque racontées par des personnes qui n'ont pas partagé leurs expériences entre elles. Un des récits les plus glaçants m'a été confié par une collègue chargée de nettoyer un étage entier, seule, comme il est courant pour les agents d'entretien de nuit. Le processus de nettoyage est bien rodé, elle passe d'une chambre à l'autre, laissant la solution désinfectante agir avant de revenir essuyer les surfaces. Ce soir-là, elle avait suivi sa routine habituelle. Mais en revenant dans une chambre où elle avait fraîchement nettoyé un lit, elle a remarqué quelque chose d'anormal. Sur le matelas, parfaitement visible sur la surface encore humide, il y avait des empreintes de mains. Ces marques étaient nettes, comme si quelqu'un s'était appuyé sur le lit après qu'elle l'avait essuyé. L'empreinte était si claire qu'elle pouvait presque distinguer les lignes des doigts. Pourtant, elle était seule sur l'étage, et la porte était restée fermée. Elle a balayé la pièce du regard, mais rien ni personne ne semblait s'y trouver. Malgré sa peur, elle a pris une photo avec son téléphone avant de se précipiter hors de la chambre. Quand elle a montré l'image à d'autres membres du personnel, certains ont essayé de rationaliser, peut-être avait-elle accidentellement posé sa propre main. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Ces empreintes étaient bien trop grandes et mal positionnées pour être les siennes. D'autres, plus superstitieux, ont simplement hoché la tête, comme s'ils savaient déjà qu'il ne fallait pas chercher de réponse logique dans cet endroit. Depuis cet événement, ma collègue refuse de travailler seule dans cet hôpital. Il y a environ 2 ans, notre unité de soins aigus a été confrontée à une situation inhabituelle et profondément troublante, une épidémie de méningite fongique. C'était une période intense pour tout le personnel, avec un flot constant de patients gravement malades. Notre unité, qui compte habituellement une capacité de 20 lits, avait à un moment donné 10 à 15 patients atteints de cette méningite. Les âges variaient énormément, allant de jeunes adultes dans la vingtaine à des personnes âgées dans leurs 90 ans. Les protocoles d'isolement étaient stricts. Chaque patient était dans une chambre individuelle, sans contact avec les autres malades. L'infection elle-même était déjà suffisamment complexe à gérer, mais ce qui a vraiment marqué cette période, ce sont les hallucinations récurrentes signalées par les patients. Des hallucinations qui, étrangement, semblaient se ressembler. Presque tous les patients, indépendamment de leur âge ou de la gravité de leurs symptômes, rapportaient avoir vu des enfants. Ils décrivaient des silhouettes d'enfants qui se tenaient dans les coins sombres de leur chambre. Certains disaient qu'ils les regardaient, immobiles, tandis que d'autres affirmaient qu'ils pouvaient les entendre rire ou murmurer. Cette vision revenait encore et encore, et bien que ces patients n'aient eu aucune possibilité de communiquer entre eux, leurs descriptions étaient étonnamment similaires. En plus des visions d'enfants, beaucoup rapportaient également des hallucinations auditives. Ils disaient entendre une musique religieuse, comme des chœurs d'église ou des hymnes, résonnant doucement dans leur chambre.
Certains trouvaient cela apaisant, presque mystique, tandis que d'autres étaient terrifiés, persuadés que cette musique annonçait leur mort imminente. Ce qui rendait la situation encore plus perturbante pour nous, soignants, c'était l'impossibilité d'attribuer ces visions à une source logique ou unique. Ces patients étaient sous différentes médications, et bien que certaines substances puissent provoquer des hallucinations, l'uniformité des expériences entre eux était inhabituelle. Même en tenant compte des effets neurologiques de la méningite fongique, cette répétition d'enfants dans les coins et de musique religieuse défiait toute explication rationnelle. Pendant mes 2 années de travail comme aide-soignante dans un hôpital, j'ai été témoin de nombreux événements étranges, mais rien ne m'a autant frappé que ce que je vais partager ici. Chaque fois qu'un patient mentionnait avoir rêvé d'un chat, il finissait par faire un arrêt cardiaque dans les 24 heures. Ce n'était pas un hôpital où les codes étaient particulièrement fréquents, ce qui rendait cette corrélation encore plus troublante. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention, pensant que c'était une coïncidence. Mais après l'avoir remarqué à plusieurs reprises, il était difficile de ne pas y voir un schéma. Les patients, de tout âge et de tout état de santé, mentionnaient parfois qu'ils avaient rêvé d'un chat, certains le voyaient marcher dans leur chambre, d'autres le voyaient assis calmement à leurs pieds. Ce n'étaient pas des rêves effrayants, rien de particulièrement sinistre. Pourtant, à chaque fois, ces patients finissaient par coder, et souvent par mourir. L'une des fois les plus mémorables a eu lieu lorsque l'infirmière spécialisée dans les situations critiques a signalé que l'un de nos patients avait mentionné un rêve de chat. Elle a décidé de le surveiller de plus près. Nous étions en train d'en discuter lorsqu'un médecin, qui n'était même pas impliqué dans la conversation, est intervenu. Avec un ton condescendant, il nous a dit que l'idée qu'un rêve de chat puisse prédire un événement médical était complètement impossible. Il a ajouté que nous ne devrions même pas en parler. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre, je ne savais pas que votre diplôme en médecine incluait une spécialisation en psychologie paranormale. Ce commentaire n'a pas été bien reçu, comme vous pouvez l'imaginer, mais je voulais souligner que juste parce que quelque chose défie notre compréhension actuelle, cela ne le rend pas forcément inexistant. Ce même patient, celui qui avait rêvé du chat, a fait un arrêt cardiaque plus tard dans la soirée. Malgré les efforts de l'équipe médicale, il n'a pas survécu. Ce fut un moment lourd pour tout le monde, et bien que personne n'ait voulu en parler ouvertement, beaucoup d'entre nous échangeaient des regards chargés de sous-entendus. Est-ce que je pense que c'était vraiment un phénomène paranormal ? Je ne sais pas. Peut-être que notre subconscient associe culturellement les chats à des présages, et que, dans des moments de grande fragilité ou face à la mort imminente, cette image émerge dans les rêves. Ou peut-être que c'est une simple coïncidence amplifiée par des cas marquants. Pendant mes 6 années de travail comme aide-soignante dans une petite maison de retraite familiale, j'ai été témoin de nombreuses choses troublantes, mais rien n'égale le mystère qui entoure la présence d'une petite fille. Ce bâtiment, avant de devenir une maison de retraite, était autrefois un orphelinat. Malheureusement, cet orphelinat a été fermé à cause de graves cas de maltraitance et de négligence, un passé sombre confirmé par la propriétaire elle-même. Cette histoire plane toujours au-dessus des lieux, comme une ombre qu'on ne peut ignorer. Ce qui est particulièrement étrange, c'est ce qui se produit lorsque les résidents approchent de la fin de leur vie. Ils rapportent tous, d'une manière ou d'une autre, avoir vu une petite fille. C'est devenu un récit si récurrent qu'il est impossible de l'ignorer. L'une des expériences les plus marquantes que j'ai vécues s'est déroulée avec un patient très lucide, un homme âgé mais toujours vif d'esprit et parfaitement orienté. Il se souvenait de tous nos noms, connaissait les routines et aimait discuter avec nous. Un soir, alors que je passais avec les plateaux repas, j'ai remarqué qu'il était assis sur le bord de son lit, tourné vers un coin de la pièce. Il parlait et riait doucement, comme s'il avait une conversation avec quelqu'un. Intrigué, j'ai frappé à la porte et lui ai demandé avec qui il discutait. Il a ri et m'a répondu, « Une petite fille est entrée dans ma chambre. » Elle avait l'air effrayée. Ces mots m'ont donné un frisson immédiat. Il est mort 3 jours plus tard. Environ 6 mois après cet incident, un autre résident a eu une expérience similaire. Ce patient était beaucoup plus agité. Une nuit, il s'est mis à hurler, appelant à l'aide, disant qu'une petite fille lui attrapait les pieds et qu'elle devait le laisser tranquille.
Nous avons essayé de le calmer, mais il était terrifié, incapable de se détacher de ce qu'il voyait. Il est décédé cette même nuit. Ces récits se sont répétés au fil des années, toujours avec des détails similaires. La petite fille apparaît, et peu de temps après, le résident décède. Elle semble être une sorte de présage, bien que personne ne puisse expliquer pourquoi. Certains membres du personnel essaient de rationaliser, évoquant des hallucinations dues au processus de la mort. Mais pour ceux qui ont été témoins de ces moments, il est difficile de croire que c'est aussi simple. Les descriptions sont si précises, si cohérentes, qu'elles laissent peu de place au doute. Certains collègues évitent même de travailler seuls la nuit, particulièrement dans les chambres où ces événements ont eu lieu. L'atmosphère dans ces moments-là est pesante, comme si le passé de l'orphelinat continuait à hanter le bâtiment et ses résidents. Pendant ma formation en psychiatrie, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une unité spécialisée dans le traitement des troubles dépressifs et anxieux. L'hôpital où je me trouvais était une bâtisse ancienne, accueillant des patients psychiatriques depuis les années 1920. L'atmosphère y était déjà particulière, entre les couloirs étroits, les murs usés par le temps, et le poids palpable d'un passé chargé. L'unité comptait 13 lits, une station d'infirmières, un salon commun et quelques salles de conférence. Au début, tout semblait parfaitement normal, mais quelques semaines après mon arrivée, une patiente m'a raconté quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Lors d'un entretien sur ses habitudes de sommeil, elle a mentionné qu'un bébé pleurant la nuit la réveillait. Sa déclaration m'a surpris, car l'hôpital était isolé, loin de toute zone résidentielle, et il n'y avait évidemment pas de bébé parmi les patients. Les horaires de visite étaient également très stricts. Après la séance, une infirmière m'a pris à part et m'a dit d'un ton sérieux que le pleur de bébé dont parlait la patiente n'était pas un symptôme psychotique. Elle n'a pas voulu donner plus de détails, et bien que je trouvais cela étrange, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, me concentrant sur mon diagnostic et le traitement. Environ 3 mois après mon arrivée, alors que je me trouvais à la station des infirmières, j'ai surpris une conversation entre 3 d'entre elles. L'une d'elles a dit « Elle est très active aujourd'hui ». Une autre a répondu « Ah oui ». Je n'ai rien remarqué. Intrigué, je me suis retourné et leur ai demandé de qui elles parlaient. Elles se sont regardées, visiblement hésitantes, avant que l'une d'elles ne me dise à contre-séhur « Eh bien, il y a un bébé ici ». Parfois, elles pleurent. J'ai immédiatement rejeté l'idée, pensant que c'était une sorte de blague ou une métaphore que je ne comprenais pas. Mais elles ont simplement haussé les épaules en souriant légèrement, comme pour dire « Tu verras par toi-même ». Et c'est là que c'est arrivé. Moins de 30 secondes après, j'ai entendu un cri. C'était distinct, un pleur de bébé, lointain mais clair, comme s'il venait de l'autre côté de 2 ou 3 murs. Je suis resté figé, perplexe. Les infirmières m'ont regardé avec un air de satisfaction, comme si elles avaient prouvé leur point. J'ai insisté pour en savoir plus, mais elles m'ont simplement dit que ce phénomène était connu dans l'unité depuis toujours. Selon elles, le pleur survenait régulièrement, sans explication, et cela faisait partie du quotidien. C'est juste comme ça ici, m'ont-elles dit. Après cette première expérience, j'ai moi-même entendu ce cri plusieurs fois par semaine. Toujours le même, faible, comme étouffé, mais indéniablement celui d'un bébé. J'ai parlé de cela à une nouvelle collègue médecin. Elle a ri en me disant que c'était sûrement une coïncidence ou une histoire exagérée. Cependant, quelques semaines plus tard, elle est venue me voir, le visage blême. Elle avait entendu le pleur pendant une pause café et ne savait plus quoi penser. Les infirmières semblaient étrangement à l'aise avec ce phénomène. Travaillant dans la psychiatrie, elles n'en faisaient pas une grande histoire, peut-être par habitude ou parce que parler de choses inexpliquées dans ce domaine peut sembler contre-productif. Pour elles, c'était une anomalie qu'elles avaient appris à accepter. Les couloirs d'hôpital ont quelque chose d'unique la nuit. Ils sont longs, silencieux, éclairés par des néons froids qui projettent des ombres sur les murs. J'ai toujours trouvé ça légèrement inconfortable, mais cette nuit-là, le malaise a pris une autre dimension. J'étais seul dans mon aile, une partie isolée de l'hôpital où seuls quelques patients en convalescence étaient admis.
Tout était calme, et je passais de chambre en chambre pour vérifier que tout allait bien. En sortant d'une chambre, mon regard s'est naturellement dirigé vers le fond du couloir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ce léger changement dans la lumière, mais c'est là que je l'ai vue. Une silhouette, immobile. Pas un patient, c'était évident, elle était trop grande, trop droite, comme une ombre humaine figée. Elle se trouvait près d'une porte, à une dizaine de mètres, et je me suis instantanément arrêté. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait d'un collègue, mais personne d'autre n'était censé être là cette nuit. Je me suis avancé doucement, mon cœur battant un peu plus vite. Plus je m'approchais, plus je réalisais que cette silhouette n'était pas normale. Elle n'avait pas de détails, pas de visage, juste une forme sombre et indistincte. Et puis, sans un bruit, elle a glissé hors de mon champ de vision, disparaissant derrière l'angle du mur. J'ai accéléré le pas, poussé par un mélange de curiosité et de peur. Quand j'ai tourné le coin, le couloir était vide. Pas de silhouette, pas de mouvement, rien. Juste ce silence pesant et l'écho de mes propres pas. J'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que j'avais vu une ombre, peut-être projetée par un reflet ou une lumière vacillante. Mais ce n'était pas la première fois que quelqu'un mentionnait une silhouette dans cette aile. J'avais entendu des collègues parler à voix basse de l'homme du couloir. Certains disaient qu'il apparaissait toujours près des chambres où un décès venait de se produire. D'autres prétendaient l'avoir vu marcher lentement, comme s'il veillait sur les patients. Je n'ai pas osé en parler tout de suite, mais quelques nuits plus tard, une de mes collègues m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Elle m'a confié avoir vu une silhouette similaire, au même endroit, lors d'une autre garde. Son récit correspondait exactement à ce que j'avais vécu, une figure sombre, immobile, qui disparaît sans un bruit. C'était une nuit comme les autres à l'hôpital où je travaille, calme en apparence, mais toujours avec cette tension latente propre aux gardes nocturnes. J'étais de garde et, vers 2 heures du matin, un homme est apparu dans le couloir, comme sorti de nulle part. Il avait l'air fatigué, presque épuisé, et se tenait la poitrine. Évidemment, je me suis précipité vers lui pour l'aider. « Je crois que c'est mon cœur », m'a-t-il dit d'une voix rauque. Je l'ai aidé à s'asseoir dans une salle d'examen. Il portait une chemise usée et semblait étrangement calme pour quelqu'un qui prétendait avoir une douleur si intense. Je lui ai posé quelques questions habituelles, nom, date de naissance, antécédents médicaux. Il m'a donné ces informations avec une précision presque mécanique, mais son regard semblait absent. Bref, je l'ai installé confortablement et j'ai appelé le médecin de garde. Quand le docteur est arrivé, nous avons effectué un électrocardiogramme. Tout semblait normal. Pourtant, l'homme insistait, « Ça va recommencer, je le sais. Vous ne comprenez pas, ça arrive toujours. » Ces mots m'ont donné des frissons, mais je me suis concentré sur mon travail. Il a finalement demandé à s'allonger un moment. « Juste 5 minutes », a-t-il murmuré. J'ai accepté. Je me suis éloigné pour lui laisser un peu de calme et pour aller enregistrer son admission dans le système. Mais là, impossible de retrouver ces informations. Ni son nom, ni sa date de naissance ne correspondaient à quoi que ce soit. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Je suis retourné à la salle pour lui poser plus de questions, mais il n'était plus là. La salle était vide. Les draps encore légèrement froissés témoignaient de sa présence, mais lui s'était volatilisé. J'ai vérifié partout, dans les couloirs, les escaliers, même à l'accueil. En fouillant davantage, j'ai demandé à la sécurité de vérifier les caméras. Ce qui m'a glacé, c'est qu'on ne l'a jamais vu entrer dans l'hôpital. Les bandes ne montrent personne dans les couloirs menant à la salle où je l'avais trouvé. Le plus troublant, c'est ce que m'a raconté une collègue plus âgée quand je lui ai parlé de cette histoire. Elle m'a dit qu'un homme, avec cette même description, était mort ici il y a des années, victime d'un arrêt cardiaque non pris en charge à temps. Elle a ajouté, presque comme une évidence, « Il revient, tu sais. Ceux qu'on n'a pas aidés comme il faut, ils reviennent parfois. » C'était une nuit ordinaire de travail, ou du moins, c'est ce que je pensais au départ. Je faisais ma ronde,
veillant sur les patients comme d'habitude. Tout était calme dans le service, cette tranquillité pesante propre aux nuits d'hôpital. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'inattendu et de profondément troublant s'est produit, et je ne l'oublierai jamais. Vers 2 heures du matin, j'ai été appelé dans une chambre. Un patient âgé, dont l'état s'était récemment aggravé, était en détresse. J'ai immédiatement alerté mes collègues, et nous avons commencé les manœuvres de réanimation. Tout s'est passé si vite et, en même temps, chaque seconde semblait s'éterniser. Nous avons tout tenté, compression thoracique, défibrillateur, administration de médicaments. Mais rien n'a fonctionné. Au bout de plusieurs longues minutes, il a fallu se rendre à l'évidence, il était parti. Après avoir rempli les papiers nécessaires, je suis resté un moment dans la chambre, vérifiant que tout était en ordre et murmurant quelques mots pour lui, comme une sorte d'au revoir silencieux. Puis, je suis sorti, le cœur lourd. J'ai essayé de me ressaisir en me disant que c'était une part inévitable de notre métier, mais cette fois, c'était différent. La scène me hantait déjà, comme si quelque chose d'inachevé flottait dans l'air. Je suis allé dans une autre partie de l'hôpital pour continuer ma ronde. Le service était silencieux, seulement interrompu par le bruit léger des machines et les pas occasionnels des infirmiers de garde. J'étais dans un couloir faiblement éclairé, seul, quand soudain, j'ai senti quelque chose. Une main, elle a effleuré mon bras droit. Je me suis arrêté net, incapable de bouger ou de respirer. La sensation était claire, précise, indéniable, quelqu'un venait de me toucher. Mais en me retournant, il n'y avait personne. Personne dans ce couloir, personne autour de moi. Et pourtant, j'avais senti cette main, chaude et familière. Un frisson glacé m'a parcouru, et c'est alors que j'ai compris. Mon cœur s'est serré, mes jambes tremblaient. Cette sensation, cette main, c'était celle du patient que j'avais vu mourir 1 heure plus tôt. J'en étais certaine. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout ce que j'avais accumulé dans mon cœur cette nuit-là, la fatigue, la tristesse, la peur s'est libéré d'un coup. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie. Je me suis adossé au mur, essayant de me calmer, mais l'idée qu'il puisse y avoir un au-delà, que ce patient ait cherché à me dire quelque chose ou à me remercier, m'a profondément bouleversé. C'est probablement explicable médicalement, mais c'est sans aucun doute l'une des choses les plus étranges que j'ai vécues en tant qu'infirmière. Nous avions une vieille dame sur notre service, robuste malgré son âge, mais extrêmement confuse et agitée. Sa chambre, située juste en face du poste des infirmières, nous permettait de la surveiller constamment. Pour plus de sécurité, une aide-soignante était même assignée en permanence à son chevet. Cette patiente était un véritable défi. Toujours à se battre, à donner des coups de pied et à tenter de sortir de son lit, elle semblait habitée par une énergie inépuisable. Son agitation constante, bien que fatigante, n'était pas inhabituelle pour certains patients en fin de vie. Son comportement ressemblait à celui de plusieurs autres patients que j'avais déjà soignés, des signes parfois annonciateurs d'un décès imminent. Un jour, alors que nous étions au poste, un appel est arrivé depuis sa chambre. Sa fréquence cardiaque chutait rapidement. Nous sommes entrés en urgence, et là, pour la première fois, elle était immobile, allongée avec les yeux grands ouverts. Son rythme cardiaque, affiché sur le moniteur, était en train de ralentir dangereusement, 30, 20, puis plus rien. Elle avait flatliné. Nous avons immédiatement vérifié son pouls, mais il n'y avait rien. Étant donné qu'elle avait une ordonnance de non-réanimation, nous n'avons pas tenté de manœuvre pour la ramener. Nous avons fermé ses yeux, noté l'heure du décès, et commencé à nous préparer à informer la famille. Une aide-soignante est restée dans la chambre pour commencer à préparer le corps pendant que nous récupérions les papiers nécessaires et un sac mortuaire. Moins de 10 minutes plus tard, un nouvel appel nous fit retourner dans la chambre, cette fois de la part de l'aide-soignante. Nous pensions qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour déplacer le corps ou finir les préparatifs. Mais à notre arrivée, nous avons été accueillis par une scène totalement surréaliste. La vieille dame était vivante, et pas seulement vivante, mais tout aussi combative qu'avant. Elle essayait de sortir du lit, frappant et donnant des coups de pied, comme si rien ne s'était passé. Nous étions stupéfaits.
Il n'y avait aucune explication rationnelle à ce que nous venions de voir. Quelques minutes plus tôt, elle était morte, sans pouls, sans activité cardiaque, et maintenant elle était là, se débattant comme si rien ne s'était produit. Nous avons d'abord échangé des regards incrédules avant d'éclater de rire nerveusement. La situation avait une absurdité presque comique, bien qu'elle soit également un peu effrayante. Finalement, après avoir vérifié ses constantes et stabilisé la situation, nous avons continué nos soins. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle a fini par quitter l'hôpital vivante quelques jours plus tard. Travailler de nuit dans un hôpital vous expose à des histoires étranges, mais celle-ci reste gravée dans ma mémoire. Cela s'est passé il y a quelques mois, lors d'une garde particulièrement calme. Vous savez, ces nuits où tout semble trop paisible pour être vrai. J'étais dans la salle de repos, à feuilleter un magazine laissé par une collègue, quand j'ai remarqué un carnet posé sur une étagère. Il était vieux, avec une couverture en cuir usé et des pages jaunies. Intrigué, je l'ai ouvert, pensant qu'il s'agissait d'un journal laissé par un membre du personnel ou un ancien étudiant. À l'intérieur, des notes manuscrites, des dates et des descriptions précises. Cela ressemblait à un registre médical personnel. Chaque page contenait des observations sur des patients, mais ce qui m'a frappé, c'est que certaines des entrées semblaient provenir d'une autre époque. Les descriptions parlaient de maladies et de traitements qui n'étaient plus d'actualité depuis des décennies. Je me suis plongé dans le carnet, fasciné. Les dernières pages, cependant, avaient une tonalité différente. Elles décrivaient des patients encore vivants, des gens que je reconnaissais. Il y avait des détails récents, des noms, des diagnostics que je savais exacts. Mais ce qui m'a fait frissonner, c'est une entrée qui mentionnait un patient que j'avais vu mourir quelques jours plus tôt. Le carnet le décrivait comme s'il était encore en vie, avec une précision troublante. Je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à lire. Et c'est là que j'ai trouvé mon propre nom. Mon cœur a manqué un battement. Mon nom, suivi d'une date que je ne connaissais pas encore, celle du lendemain. À côté, une phrase courte mais glaçante, mort subite. Cause inconnue. Je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. Le carnet semblait m'aspirer dans son univers sombre, comme si chaque mot me liait un peu plus à cette réalité écrite. Je l'ai refermé brusquement et l'ai laissé sur l'étagère, jurant de ne plus jamais y toucher. La nuit suivante, j'étais de garde de nouveau. La date inscrite dans le carnet résonnait dans ma tête comme une horloge comptant les secondes. J'évitais les escaliers, les ascenseurs, tout ce qui semblait risqué. Mais malgré toutes mes précautions, il s'est produit un incident. En vérifiant un équipement dans une chambre, une lampe a explosé au-dessus de moi. Les éclats de verre m'ont frôlé de peu. Je suis sorti indemne, mais cette expérience m'a glacé. Plus tard, quand j'ai voulu vérifier le carnet, il avait disparu. Personne parmi mes collègues n'avait entendu parler de ce carnet, et l'étagère où je l'avais trouvé était vide. C'est une chose que je n'ai jamais partagée avec beaucoup de monde, peut-être parce que cela semble si anodin au départ. Et pourtant, ce soir-là, ce miroir dans le vestiaire a changé ma façon de voir cet hôpital. C'était en fin de garde, après une nuit particulièrement éprouvante. J'étais seul dans le vestiaire, fatigué, le genre de fatigue où vous commencez à voir des choses qui ne sont pas là. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors que je me lavais les mains, j'ai levé les yeux vers le miroir qui faisait face aux éviers. Une routine, rien de plus. Au début, je n'ai pas remarqué ce qui clochait. Mon reflet était là, comme toujours, fatigué mais normal. Puis, en me penchant pour rincer mon visage, j'ai vu un mouvement derrière moi. Ce n'était pas possible, la porte était fermée et j'étais seul. Pourtant, dans le miroir, une silhouette indistincte s'éloignait vers le coin de la pièce. Je me suis retourné immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Pas de silhouette, pas de bruit, rien d'autre que mes propres affaires posées sur le banc. Le vestiaire était désert, exactement comme il devait l'être. J'ai essayé de rationaliser. La fatigue, l'éclairage. Peut-être une ombre portée d'un objet que je n'avais pas remarqué.
Mais quand j'ai regardé à nouveau le miroir, mon propre reflet semblait différent. Pas dans sa forme, mais dans son expression. Je n'avais pas l'air aussi fatigué que je le devrais. Il y avait quelque chose de presque imperceptible, mais profondément dérangeant dans la façon dont mon reflet me fixait. Je me suis éloigné rapidement, ramassant mes affaires en essayant de ne pas penser à ce que j'avais vu. Pourtant, alors que je quittais la pièce, je me suis retourné une dernière fois. Le miroir semblait immobile, parfaitement normal. Mais j'avais cette impression qu'il contenait quelque chose de plus. Quelque chose qui me regardait encore. Plus tard, en parlant avec un collègue, j'ai appris que ce miroir était là depuis des décennies. Il avait été installé dans l'ancien bâtiment, avant même la rénovation. Ce vestiaire, m'a-t-on dit, servait autrefois aux patients en psychiatrie, ceux qui étaient internés contre leur gré. Certains y avaient passé leurs derniers jours, d'autres avaient disparu dans des circonstances troubles. Quand j'étais infirmière en psychiatrie en début de carrière, j'ai travaillé dans un centre résidentiel de santé mentale. C'est là que j'ai rencontré un résident que j'appellerai Marion Duchesne, un homme dont la présence reste gravée dans ma mémoire, même des années après. Marion était un muet sélectif. Cela signifie qu'il ne parlait pas, mais qu'aucune pathologie n'expliquait son silence. Ce n'était pas un mutisme organique ou causé par une blessure apparente. Ce qui rendait son cas encore plus étrange, c'est qu'il avait parlé plus tôt dans sa vie et semblait parfaitement normal à l'époque. Avec une exception notable, Marion mesurait presque 7 pieds de haut, une stature impressionnante qui le faisait se démarquer où qu'il aille. Il avait grandi dans le sud profond et avait rejoint l'armée à 19 ans. Pendant son service, il était stationné quelque part dans le sud des États-Unis. Puis, une nuit, il disparut sans laisser de traces. Il fut déclaré en désertion, à Wall, pendant des années, avant d'être finalement considéré comme disparu et présumé mort. 10 ans plus tard, un homme immense, couvert de poussière, vêtu des mêmes vêtements qu'il portait la nuit de sa disparition, entra dans une salle des urgences d'un hôpital pour anciens combattants dans le Midwest. Il s'adressa à la réceptionniste et dit simplement « Mon nom est Marion Duchesne, et je suis mort depuis 10 ans. » Ce furent les seules paroles qu'il prononça jamais. Les médecins et les infirmiers ont tenté de comprendre ce qui lui était arrivé. Ses empreintes digitales confirmèrent son identité, mais son dossier social restait vide, son numéro de sécurité sociale n'avait pas été utilisé, il n'avait aucune identification sur lui, et aucun indice sur où il avait pu être pendant toutes ces années. Sa famille, contactée par l'hôpital, refusa de le reconnaître. Ils affirmaient qu'il ne pouvait pas être Marion et qu'il s'agissait une sorte de spectre ou d'esprit dans les croyances du Sud envoyé pour remplacer leurs défunts. Ils exigèrent qu'on ne les contacte plus. Marion fut transféré dans notre établissement. Dès son arrivée, il semblait n'appartenir à aucun cadre connu. Il passait ses journées à marcher, inlassablement, le long des couloirs ou dans la cour extérieure. Ce n'était pas une démarche frénétique, mais une marche calme et régulière, comme s'il suivait une routine invisible. Il souriait en permanence, bougeant parfois les lèvres comme s'il murmurait ou conversait, mais aucun son n'émanait jamais de lui. Ce qui était encore plus troublant, c'était son étrange rire. Périodiquement, il jetait sa tête en arrière, ouvrait grand la bouche, comme s'il riait de tout son cœur. Pourtant, aucun souffle, aucun son ne sortait. C'était silencieux, mais terriblement déconcertant. Marion n'avait aucun besoin apparent. Il ne demandait rien, ne réclamait jamais à manger ni à fumer. Si on lui disait d'aller au réfectoire, il s'y rendait et mangeait calmement. Si personne ne lui disait, il continuait simplement de marcher. Si on lui offrait une cigarette, il l'acceptait et la fumait d'une manière étrange, presque cérémonieuse, mais il ne semblait jamais en éprouver l'envie. Les traitements et les thérapies n'avaient aucun effet. Les médicaments ne modifiaient en rien son comportement, qu'il s'agisse d'antipsychotiques, d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Les séances d'ergothérapie n'aboutissaient à rien non plus, Marion s'asseyait, souriait, et retournait à sa marche dès qu'on ne lui demandait pas de rester en place. Sur mon dernier jour de travail dans cet établissement, je l'ai vu une dernière fois. Il marchait dans le parking, les mêmes mouvements réguliers, le même sourire et ce geste familier de lever la tête pour rire. À cet instant,
une question que je n'avais jamais osé formuler à haute voix s'est imposée: est-ce que Marion était réellement humain, ou est-ce que j'avais passé tout ce temps à m'occuper d'un spectre, d'une entité qui n'appartenait pas à notre monde? Des années plus tard, je repense encore à lui. Personne n'a jamais pu expliquer son retour mystérieux, ni ce qui l'avait transformé en cet être énigmatique. Qu'il ait été un homme perdu ou quelque chose de plus inexplicable, Marion Duchesne reste une énigme qui hante encore mes pensées. Pendant ma rotation dans une unité des Grands Brûlés, j'ai entendu un grand nombre d'histoires marquantes, mais celle-ci reste ma préférée, bien qu'elle soit à la fois troublante et fascinante. Une nuit, une jeune femme a été admise après un incident dramatique. Un proxénète, dans un acte de cruauté insensé, avait mis le feu à l'une de ses prostituées. Dans un acte désespéré et courageux, elle l'avait immédiatement pris dans une étreinte, le tenant fermement contre elle. Ce geste, bien qu'ayant causé de graves blessures aux deux, semblait presque symbolique, comme si elle avait voulu l'entraîner avec elle dans sa souffrance. Leurs blessures étaient si sévères qu'ils avaient tous les deux été admis dans la même unité de soins intensifs, bien que placés à des extrémités opposées du service. Elle souffrait notamment d'une brûlure par inhalation qui compliquait sérieusement son état. Malgré tout, elle faisait preuve d'une force admirable, tenant bon pendant plusieurs semaines. Un jour, son état s'est soudainement aggravé. Elle a fait un arrêt cardiaque et, malgré tous les efforts de l'équipe médicale, elle n'a pas survécu. Le service entier était plongé dans un silence pesant après cette perte. Nous avions appris à connaître cette femme à travers ses regards et ses rares mots, et sa mort nous avait touchés bien plus que nous ne l'aurions imaginé. Environ 30 minutes après son décès, alors que nous commencions à reprendre notre souffle, un cri déchirant a retenti depuis l'autre côté de l'unité. C'était le proxénète. Il hurlait avec une terreur palpable. « Sortez-la d'ici! Sortez cette putain de garce de ma chambre !» Sa voix était emplie de panique, et son agitation était si forte que plusieurs membres du personnel ont dû se précipiter pour essayer de le calmer. Il continuait à crier, les yeux fixés sur quelque chose que, nous ne pouvions pas voir. Il parlait d'elle, comme si elle était là, présente dans sa chambre, à le hanter. Ce fut un moment glaçant pour tout le monde. Certains infirmiers ont tenté de le rassurer, suggérant qu'il s'agissait peut-être d'un délire lié à la douleur ou à la médication. Mais d'autres, tout en restant silencieux, partageaient un même frisson. Était-il vraiment en train de délirer? Ou bien avait-elle trouvé un moyen, d'une manière ou d'une autre, de confronter une dernière fois celui qui lui avait causé tant de souffrance? Travailler comme infirmière aux urgences vous expose à des situations étranges, inattendues et parfois inexplicables. Mais une nuit en particulier restera gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus déroutants de ma carrière. Une vieille dame avait été amenée par ambulance, à peine consciente et clairement proche de la fin. Elle était en soins palliatifs avec une directive de non-réanimation, ce qui signifiait que nous n'interviendrions pas de manière agressive pour prolonger sa vie. Nous avions cherché à contacter sa famille, mais elle semblait être seule. L'hôpital étant complet ce soir-là, elle avait été installée dans l'une des chambres des urgences pour la nuit. Dès son arrivée, il était évident qu'elle était sur le point de partir. Avec l'expérience, vous apprenez à reconnaître les signes de la mort imminente. Sa peau était pâle et froide au toucher, sa respiration irrégulière, et son rythme cardiaque oscillait entre des phases rapides et des chutes brusques. Elle ne réagissait presque pas à nos stimulations, et nous savions qu'il ne lui restait probablement que quelques heures. Nous avions donc tamisé les lumières, surveillant ses constantes sur le moniteur, et attendions simplement. Environ 1 heure plus tard, alors que je vérifiais les dossiers d'un autre patient, une voix m'a interpellé, et « elle est debout ». Je me suis retourné et, à ma grande stupéfaction, cette femme que nous pensions à l'article de la mort était debout à la porte de sa chambre. Elle avait non seulement quitté son lit toute seule, mais elle avait également enfilé ses vêtements, comme si elle se préparait à sortir. C'était complètement surréaliste. Nous étions tous sous le choc, échangions des regards incrédules. Une de mes collègues s'est approchée d'elle, lui a demandé si tout allait bien. Et là, avec une tranquillité déconcertante, la vieille dame a simplement dit « J'ai faim ». Après quelques secondes d'hésitation, nous avons décidé de lui apporter un plateau repas de la cafétéria.
Nous lui avons installé une chaise, une petite table près de son lit, et elle s'est assise pour manger. Elle a dévoré tout ce qui se trouvait sur le plateau, de la soupe aux biscuits, tout en engageant la conversation avec nous. Elle parlait calmement, souriante, avec une énergie que nous ne pouvions pas expliquer, surtout après l'état dans lequel elle était à son arrivée. Après environ 1 heure, elle a regardé l'infirmière qui s'occupait d'elle et a dit doucement « Je suis fatiguée maintenant. Je vais me recoucher ». Nous l'avons aidée à retourner dans son lit, où elle s'est allongée paisiblement. 30 minutes plus tard, son moniteur a affiché un arrêt cardiaque. Elle était morte. En 22 ans passés dans des urgences urbaines où le chaos est quotidien, c'est l'un des événements les plus étranges que j'ai jamais vécu. Ce n'était pas surnaturel, mais cela défiait certainement notre compréhension de la vie et de la mort. Cette vieille dame, sans le savoir, m'a rappelé que même à l'approche de la fin, l'inattendu peut toujours se produire. Je travaillais dans un établissement de soins spécialisé, principalement assigné à l'unité des patients atteints d'Alzheimer. C'était un endroit où la frontière entre le rationnel et l'étrange pouvait parfois s'effacer, et une nuit en particulier a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit. C'était une garde de nuit ordinaire, et je m'occupais de réapprovisionner mon chariot dans la salle de linge. Le silence régnait, interrompu seulement par le bruissement des draps que je pliais. Alors que j'étais concentré, j'ai entendu des pas traînant derrière moi, comme si quelqu'un s'approchait. Puis, j'ai senti une main se poser doucement sur mon épaule. Sur le moment, je pensais qu'un patient avait peut-être erré jusqu'ici, comme cela arrivait parfois. Mais en me retournant, il n'y avait absolument personne. Le choc a été immédiat, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. La porte de la pièce était toujours fermée. J'ai vérifié partout, pensant que j'avais peut-être mal entendu ou qu'un collègue m'avait fait une blague, mais il n'y avait aucune explication. J'ai décidé de ne pas y penser et de continuer ma nuit, bien que le souvenir de cette sensation glaciale sur mon épaule me suive partout. Quelques nuits plus tard, une résidente, une dame adorable mais très confuse à cause de sa maladie, a commencé à se plaindre d'un homme qui, selon elle, venait dans sa chambre la nuit. Je ne m'en suis pas inquiété outre mesure, car il n'était pas rare que les patients atteints d'Alzheimer aient des hallucinations. Pour la rassurer, je lui ai promis que je vérifierais régulièrement sa chambre. Elle a continué à parler de cet homme pendant 2 semaines. À chaque fois, elle décrivait comment il se tenait dans un coin de la pièce ou près de son lit, sans jamais lui parler, mais la regardant fixement. Une nuit, intrigué, j'ai décidé de lui poser plus de questions. « Pouvez-vous me dire à quoi il ressemble ?» lui ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé avec une clarté inhabituelle, presque comme si sa confusion s'était dissipée pour un instant. « Oh, il est très beau. Il porte un costume noir. Oh, tiens, il est juste derrière toi maintenant, ma chérie. » Mon sang s'est glacé. Je me suis figé, incapable de me retourner. Il n'y avait aucun bruit, aucun signe de présence, mais son ton était si calme, si sûr, que j'ai senti une peur viscérale m'envahir. Après quelques secondes interminables, j'ai rassemblé mon courage pour me retourner, mais comme je m'y-attendais, il n'y avait personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.